La patrouille financière est une opération décrétée par le chef de l'État dans les entreprises publiques, dans les régies financières et au compte général du Trésor. La patrouille financière est un contrôle à temps réel des opérations financières de l'État. Elle contribue efficacement à la mobilisation des ressources financières de l'État. Elle empêche le détournement des deniers publics. Elle privilégie les paiements des avantages sociaux des agents et cadres des entreprises publiques, ainsi que l'acquisition des motifs de production. Elle met fin au pillage des ressources publiques. Elle promeut la bonne gouvernance. La patrouille financière, c'est anticiper les vols. Bonnes conditions télévisuelles depuis où vous nous suivez. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à l'est du pays, vous êtes à l'extérieur, partout à travers le monde. Nous sommes la production studio télévision PSTV. Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. L'actualité oblige la rencontre entre le professeur Augustin Matata-Mpogno, le professeur Denis Mukwege et le président de l'ECD, Martin Fayulu, fait couler donc des salives partout dans les officines politiques. Que cache cette rencontre? Qu'en retenir de cette rencontre entre ces trois personnalités très importantes de notre pays? C'est tout à l'heure, ce soir, avec deux invités, ce ne sont pas les moindres, vous les connaissez, vous serez gratifiés ce soir parce qu'ils n'ont pas des gants dans leurs mains, ils diront tout ce qu'ils concernent, qui connaissent et qu'ils savent sur le sujet. À ma gauche, lui, il est le secrétaire adjoint, le secrétaire national adjoint en charge de la jeunesse de l'ECD, parti cher à l'Augustin, à Martin Fayulu Madidi, excusez-moi pour le lapsus. Son nom c'est Monsieur Yves Badioko qui nous fait honneur d'être là ce soir. Monsieur Yves, bonsoir, bienvenue dans ce magazine. Bonsoir, je vous remercie pour cette première invitation, du moins pour ce premier plateau que nous allons partager ensemble. Très content de vous avoir, vous avez facilement accepté notre invitation et nous vous disons merci sincèrement pour ça. Merci à moi aussi pour cette invitation et j'espère qu'on va parler de la République pour l'intérêt des Congolais. Merci beaucoup. À ma droite, lui c'est le député de la rue, vous le connaissez aussi, c'est monsieur Manix Yenda, il est le secrétaire national en charge de la communication et porte-parole du parti LGD, parti cher au professeur Augustin Matata-Mpogno. Monsieur Manix, bienvenue dans ce magazine. Merci beaucoup mon frère, merci surtout pour l'invitation, bonne année, cette nouvelle année qui commence. Je l'espère une année de progrès pour vous, de changement de mentalité, mais aussi de passion pour la République. Autant je présente mes vœux meilleurs à mon frère avec qui nous allons partager ces plateaux et je pense que le débat sera teinté de l'altérité, de la tolérance des points de vue de l'autre, de l'amour de la patrie et tout en considérant le Congo comme les dénominateurs communs de nous tous. Je présente mes meilleurs vœux à la population congolaise en général, le peuple de Mbandaka, des Malimbankulu, des Bongandanga, le peuple de Kivu, le peuple de partout, le Congolais de la diaspora. Je pense que cette année, ça sera une année de rupture, une année meilleure, une année qui nous permettra effectivement de balayer la page de M. Tshisekedi qui a lamentablement échoué dans son mandat, un mandat chaotique et je pense que le peuple congolais sera très rigoureux parce que cette année 2023 n'est pas une année de promesses, n'est pas une année de démagogie, n'est pas une année de la médiocrité, n'est pas une année de l'incompétence. Voilà, les invités viennent d'être présentés, vous les connaissez et déjà. Prenez vos sièges confortablement parce que vous allez suivre des choses qui vous concernent, donc vous posez beaucoup de questions. Voilà pourquoi nous les avons fait venir. Mais les propos tenus par les invités les engagent. Ça n'engage ni les présentateurs, ni la chaîne. Ce sont des Congolais qui s'expriment librement aux questions de l'heure. Monsieur Yves, je commence par vous. Parmi les 8 recommandations données par D'abord, d'ores et déjà, va d'entrer dans
dans les contenus de ce qu'ils ont eu à présenter. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir les rapprochements entre ces trois personnes? Matata Ponyo, qui a été avec Kabila, et désormais il est leader pour son propre camp, Martin Fayoulou, qui est du côté de la résistance, on connaît sa position, et Denis Mukwege, qui est du côté de la société civile. Est-ce que c'est un repas comestible de réunir ces trois personnalités ensemble? Merci, c'est une très bonne question sur laquelle beaucoup de gens supputent. Mais d'entrée de jeu, je voudrais dire deux choses. La première des choses, c'est que ça fera maintenant 10-15 jours que nous avons perdu des compatriotes à la suite des pluies diluviennes et des inondations. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune responsabilité n'a été tirée. J'ai demandé particulièrement la démission de M. Ngobila, qui serait le moindre mal pour honorer la mémoire de ces disparus et que les responsabilités soient tirées à tous les niveaux lorsqu'on voit la gestion de la ville sur le plan de l'urbanisme, des infrastructures publiques et tout ce qui va avec, ou alors la non-gestion simplement de la ville. Je pense qu'à minima, il faut que les responsabilités soient tirées à son niveau. Et puis, on va aller plus loin au niveau des ministres de l'urbanisme et ceux de l'aménagement du territoire qui ont sacrifié tous les espaces verts et qui occasionnent aujourd'hui toutes ces inondations. Mais jusque-là, les responsabilités ne sont toujours pas tirées. Et je vais ici encore à la suite de M. Tshisekedi, à la suite de M. Mbosso, je vais moi aussi, en contradiction avec le CESAC, appeler les Congolais à voter pour le président élu, le commandant du peuple Martin. Mais vous n'avez pas encore le droit, c'est pas encore le moment, je sais que le moment viendra, mais si on ne vous permet pas de commencer à faire la campagne parce que c'est formellement interdit par le CESAC. Je suis heureux, mais ça fera une semaine que M. Tshisekedi a lancé sa campagne en Bandaka. Ça fait 2-3 jours que M. Mbosso vient de lancer sa campagne dans le Kwango, si je ne m'abuse. Alors pourquoi on nous empêcherait, nous, de lancer notre campagne? Nous devons respecter les lois du pays. C'est au CESAC de tirer les responsabilités et de s'assumer, particulièrement à M. Bossembe, avec qui nous avons longtemps discuté sur cette question, à qui j'avais dit qu'il aurait beaucoup de difficultés à réaliser sa mission, compte tenu des personnes qui l'ont posé, de M. Tshisekedi qui l'a mis là, qui lui-même ne respecte pas les obligations y afférentes. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a une rencontre entre les trois leaders. Non, il n'y a pas eu une rencontre, il y a une déclaration, une déclaration commune entre ces trois Ils se sont vus, ils se sont vus. Ils ont parlé quand même avant de faire le communiqué. L'objectif, ce n'était pas de se voir comme ça en face, mais l'objectif et le plus important, c'est la déclaration qui a été produite. Je vais d'abord commencer par lever un équivoque sur une question qui revient sensiblement, c'est qu'on nous oppose généralement les propos de Martin Fayoulou qui avait demandé la lumière sur l'affaire Boukangalonzo. Effectivement, nous réitérons notre demande et cette position sur l'affaire ou alors le dossier Boukangalonzo. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons dit qu'il faut la faire sur la lumière sur toutes les affaires que nous avons considérées comme étant ténébreuses. Boukangalonzo en fait partie et il faut la lumière. Pour aujourd'hui, M. Matata Ponyo indique qu'il n'est pas impliqué dans des supposés détournements. Bon, on veut bien entendre, mais le plus important, c'est que c'est à la justice de qualifier les faits. Et d'un autre côté, nous disons que la Cour constitutionnelle qui était censée répondre ou qui est censée répondre de cette question s'est prononcée une première fois en disant incompétente et a revu son prononcé, son arrêt pour dire une fois d'autre qu'elle est compétente. Et ça nous pose problème. Ce que nous disons ici, c'est que qui que ce soit, où qu'il se trouve, doit être mis en face de la justice, mais une justice équitable, pas une justice instrumentalisée. Lorsqu'on voit le processus qui se déroule, nous avons l'appréhension ou l'impression que ce processus de justice est d'ores et déjà biaisé. C'est pourquoi j'anticipe sur le point 8 de la déclaration, nous avons demandé effectivement la cessation des poursuites, parce que nous estimons que la justice telle qu'elle est menée, telle qu'elle est dite aujourd'hui, elle n'est pas de manière équitable et de manière juste. Je veux souligner encore pour tous ceux qui s'acharnent, c'est que M. Matata Ponyo a été patron du BCECO, ministre de Finances et il a été Premier ministre. S'ils estiment que dans la gestion il y a des problèmes, ils peuvent aller trouver des problèmes ailleurs, si effectivement il y en avait. Donc ça ne sert à rien de s'acharner sur cette question de Boukangalonzo si vraiment on veut mettre M. Matata Ponyo en accusation ou dans un autre élément. Donc il a un cursus politique, il y a des accusations, il y a sa gestion,
fond, qui peut être analysée, qui peut être auditée et qui peuvent trouver d'autres éléments, entendu que sur l'affaire Boukangalonzo, la justice ne nous inspire absolument pas confiance. Voilà, Monsieur Manix, je reviens vers vous. La même question. La rencontre ou ce communiqué final de ces trois personnalités, comment vous la trouvez? D'abord, ce qu'il faudrait dire par rapport à cette trilogie politique, parce qu'il s'agit de la compilation des idées entre ces trois acteurs politiques déterminants du pays. Il s'agit de M. Augustin Matata Mponyo, le président national de notre parti, le leadership et gouvernance pour le développement, le président Martin Fayoulou et le docteur Denis Mukwege. Alors, moi, à première vue, je vois cette trilogie comme une sorte de machine des reproductions des vœux du peuple congolais, des desiderata du peuple congolais. Parce que quand vous lisez même le contenu de ces communiqués conjoints, ces communiqués communs, reproduit exactement le vœu du peuple, le besoin d'une démocratie de qualité, le besoin de la justice et une justice effectivement qui fonde sur les règles de droit de notre pays. C'est tout ce que réclament Martin Fayoulou, Denis Mukwege et Matata Mponyo. Et d'ailleurs, au sujet effectivement de ce dossier de Matata, dossier Boukangalonzo, à titre d'information, Matata lui-même en tant que concerné est la première personne à avoir invité l'IGF pour auditer le projet parc agro-industriel de Boukangalonzo. Ça dénote effectivement son intention positive pour éclairer effectivement sur la question de la gestion de ce projet. Ça c'est de 1. De 2, Matata, à 2 reprises, il était à l'étranger, à l'extérieur du pays. Après l'invitation de la justice, Matata est revenu effectivement pour répondre à ses responsabilités devant le juge. Et de 3, tout ce que Matata comme personne concernée demande, c'est effectivement les respects des règles, demande que la justice soit faite de manière transparente. Vous savez, quand on parle de la justice, surtout que nous sommes avec un régime qui ont des gens qui ont chanté état de droit, alors que lorsque nous lisons le 3e préambule de la Constitution, disons le 3e paragraphe du préambule de la Constitution de notre pays, la Constitution dit animée par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit. Et lorsqu'on parle d'un état de droit, effectivement, l'état de droit fonde sur 2 principes. L'état de droit fonde sur les règles de droit. L'état de droit, c'est le nullum crimen, nulla poena sine lege. C'est-à-dire, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de condamnation en dehors de la loi. L'état de droit, c'est aussi le fait que le juge ne sont soumis qu'à la seule autorité de la loi. L'état de droit, c'est l'indépendance des juges. L'état de droit, c'est le principe de Montesquieu, la séparation de pouvoir. L'état de droit, c'est toutes ces choses. Encore que lorsque l'on veut transcender la dimension de l'état de droit de manière générale, il y a aussi ce qu'on appelle l'état de droit constitutionnel. Et lorsqu'on parle de l'état de droit constitutionnel, les respects des règles constitutionnelles sont des strictes application. Et dans un état de droit constitutionnel, l'ordonnancement juridique national est chapeauté par la primauté de la Constitution. Or, dans le dossier Matata, c'est le seul dossier où nous n'avions jamais vu autant de violations et de lois de la République et de la Constitution. Encore chose grave, même des violations de droits et libertés fondamentalement garantis dans notre Constitution en faveur des individus. Je dirais aussi même des violations de droits parlementaires. C'est quand même très grave. On n'a jamais vu ici dans ce pays, pour un seul dossier, autant de violations de principes directeurs de l'État. Vous aviez vu le premier arrêt qui a été rendu par le juge Dieudonné Kalouba, qui a créé des conséquences, pas de nature juridique, mais plutôt des conséquences politiques. Ce monsieur a été limogé simplement parce qu'il a rendu le droit, il a rendu sa décision conformément aux règles prévues. Il y a eu même des magistrats qui sont partis à cause de ce dossier. Et après, aujourd'hui, on assiste à un 2e arrêt, chose qui n'a jamais existé dans le système juridique congolais. Et donc aujourd'hui, je pense que le trio entre ces 3 personnalités politiques, encore qu'il s'agit quand même des acteurs
qui ont une certaine dextérité, je dirais politique, parce qu'ils ont le background, ils ont une expérience en termes de gestion, ils ont un parcours, ils ont une certaine intelligence et connaissance par rapport à la compréhension de l'État, et ce sont des gens qui sont plus proches de la population et des gens qui peuvent apporter des offres politiques de qualité pour l'avenir de ces pays. Et donc, tout ce que je peux demander par rapport à la population congolaise, qui du reste est, je dirais, la première bénéficiaire même de tout ce qui a été dit dans ce communiqué conjoint, et que toute la population congolaise se mobilise tous azimuts pour accompagner cette démarche qui a été déjà amorcée par M. Martin Fayulu, Denis Mukwege et Augustin Matata Mponyo Mapon, parce que le salut de notre pays en dépend. Les élections de qualité, la justice de qualité, le social du peuple congolais en dépend. Et donc nous tous, nous devons nous mettre ensemble pour accompagner cette trilogie qui pose de problèmes aussi légitimes. Cette trilogie, parce que c'est dont on parle ce soir, je vais prendre le 3 points parmi le 8, je prends le point 3, 4, 5 du communiqué, au final, la communication conjointe de ces trois personnalités. Le point 3, la récomposition immédiate de la CENI, point 4. La récomposition urgente de la Cour constitutionnelle, le point 5. Les consensus autour de la loi électorale, des centres d'inscription des électeurs et du calendrier électoral. Selon vous, je reste chez vous, M. Manix, pensez-vous que cette réclamation, ces 3 points pourront avoir gain de cause, ou les chiens aboient, la caravane passe? Parlons de le consensus, ça a déjà été dit il y a longtemps, et les 3 points, je pense que ça se répète presque des choses qui ont été décriées, réclamées depuis le départ avec le bureau Kadima jusqu'à nos jours. Pensez-vous que cet énième communiqué viendra changer les choses, ou bon, comme je l'ai dit, les chiens aboient, la caravane passe? Mais bon, de toute façon, il y a eu des choses qui ont été décriées en amont, mais en aval. Quelles sont les solutions réservées par rapport à ce problème posé? C'est cela le problème. Et donc, si nous posons des problèmes, si nous faisons un état des lieux, si nous rappelons à ceux qui détiennent le bâton de commandement de la République qu'il y a des problèmes dans tel secteur ou tel autre, il faudrait que ceux-là essayent d'écouter la classe politique en général afin de réserver des solutions idoines, parce que la question des élections, c'est une question quand même importante, c'est une question très délicate pour l'avenir de toute une patrie. Encore que ici, il faudrait rappeler, organiser les élections ne suffit pas. Encore qu'il faudrait organiser les élections de qualité. Et les élections de qualité doivent effectivement répondre à un certain nombre de conditions posées. Et en ce qui concerne la première condition posée par le trio, notamment celle de restructurer la CENI, effectivement, parce que la CENI, au niveau de la composition, pose problème. Parce que les membres qui sont là n'ont pas été désignés par les partis respectifs, et donc, déjà à ce niveau-là, on peut parler de la tricherie électorale. Parce que le SID, qui aujourd'hui est surpris d'avoir un membre au sein de la CENI, alors que le SID comme parti politique ne le reconnaît pas, ça, c'est un problème. Autant pour le PPRD, ne reconnaît pas les délégués que la CENI reconnaît pour le compte du PPRD. Ça, c'est un problème. Et donc, lorsque le PPRD, le SID, autant pour les autres partis de l'opposition, essayent de monter au créneau pour vous dire il y a un problème. Et ces problèmes, c'est un problème de sincérité, c'est un problème de crédibilité de la CENI. Il faudrait donc le pouvoir en place, ensemble avec le directoire de la Commission électorale nationale indépendante, essaye de voir afin de nous organiser les vraies élections qui reposent sur les valeurs de la sincérité, de la crédibilité et même de la transparence. Autant pour la question de la récomposition ou de la restructuration de la Cour constitutionnelle, c'est vrai que c'est un débat qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. C'est un débat qui va nous soumettre à un exercice, je dirais, très difficile, parce que c'est un débat constitutionnel. Revoir ou restructurer la Cour constitutionnelle demande effectivement la révision de la Constitution. Et lorsque nous parlons de la révision de la Constitution, il y a des organes habilités à pouvoir initier cette révision de la Constitution. Mais je crois que l'appel lancé par ces trios, c'est un appel des responsabilités qui concerne en même temps
le président de la République, qui concerne en même temps les parlementaires de notre pays, mais surtout qui concerne le peuple congolais en sa qualité de souverain primaire, parce que les élections, c'est d'abord l'affaire du peuple. Et nous disons, nous ne pouvons pas aller aux élections déjà avec une cour constitutionnelle qui n'est pas assez crédible, qui n'aspire pas confiance, surtout pas à la classe politique congolaise. Surtout que la cour constitutionnelle, c'est elle qui traite sur les questions de contentieux électoral, c'est elle qui traite sur les questions de résultats définitifs des élections, et donc la Cour devra jouer un rôle aussi important, mais si seulement c'est une Cour qui aspire la transparence, la crédibilité et la confiance nationale. Parce que déjà avec ce qu'on voit, ne serait-ce que dans le chef du président de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, qui semble être emporté au gré de l'union sacrée de la nation pour respecter les dictats politiques qui vient de l'impulsion du président Tshisekedi, cette cour n'aspire pas confiance, et je pense que ça devient quand même urgent pour essayer de revoir afin de nous organiser les élections. Merci beaucoup, espérons que ce n'est pas un procès d'intention. Monsieur Yves Badioko, je reviens sur la même question avec le point 3, 4, 5, où les trois leaders réclament la récomposition immédiate, sans délai d'ailleurs, de la CENI, et la récomposition immédiate également de la Cour constitutionnelle, et puis les consensus dont vous avez même organisé des marches. Mais pour vous, j'ajoute encore un élément. Pendant que ces communiqués viennent de sortir, il n'y a pas longtemps, mais on signale la présence du président, votre président Martin Fayulu, dans les bureaux pour se faire enrôler. N'est-ce pas réclamer une chose et son contraire? Lui qui veut que la CENI soit changée à l'immédiat, mais en même temps, il va prendre sa carte d'électeur, n'est-ce pas? Ça prête confusion où il demande une chose et son contraire. Ah oui. J'en arrive. Tout à l'heure, j'ai rappelé qu'il fallait la lumière sur toutes les affaires qui nous posaient problème. Et j'ai oublié, peut-être omis de citer quelques affaires. Il n'y a pas une semaine, Vijay Timanga a été acquitté par rapport au procès qu'il avait, ce qui a surpris. Les juges se sont rendus compte qu'il était innocent, il n'avait pas de preuves pour les condamner. Il y a certaines évidences pour lesquelles on n'a pas besoin d'être juge pour essayer de comprendre des choses. Bien sûr, c'est eux qui doivent qualifier les faits, mais il y a certaines évidences sur lesquelles on devrait tous être d'accord. Il y a le dossier de Teni Longondo sur la question des fonds Covid, il y a le procès 100 jours qui a été une vaste mascarade, et il y a encore le dernier ici en date, c'est la question du RAM, où l'argent nous a été volé carrément par l'État congolais, et aujourd'hui il n'y a aucune responsabilité encore qui est tirée. Donc il y a plusieurs affaires sur lesquelles l'État devrait, la société, la justice devrait se pencher pour essayer de dégager des responsabilités et trouver des solutions à ces problèmes. Maintenant, vous avez... on va parler de la déclaration. La déclaration, c'est très intéressant, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas ne pas avoir la culture politique. Je veux rappeler ici que c'est depuis février 2019 que nous avons demandé un consensus avec tout le monde, avec toutes les parties prenantes, notamment M. Kabila, qui a été l'auteur du hold-up électoral, M. Félix Tshisekedi, qui en a été le bénéficiaire, et Martin Fayulu, qui a été la victime, et à ceci associé la société civile. Donc nous restons droit dans notre ligne que nous défendons depuis toujours. Nous avons demandé un consensus depuis hier, nous continuons à demander ce consensus aujourd'hui, et nous le demanderons encore demain. Pourquoi nous demandons ce consensus? Spécifiquement, si on regarde les questions électorales. Le jeu électoral est essentiellement fait pour nous, les acteurs politiques. C'est nous qui sommes concernés. Et lorsque nous sentons qu'il y a des problèmes, nous avons l'obligation de les mettre sur la table et de les résoudre afin de susciter et de renouveler cette confiance. Nous avons parlé de la CENI. La CENI qui a été dont la présidence a été attribuée, comme vous le savez, et qui a conduit même au départ de l'Église catholique ainsi que de l'Église protestante de la plateforme des confessions religieuses. Donc, nous présupposons que même dans cette désignation, il y a des problèmes. Mais entendu que cette désignation est réservée à la société civile via les confessions religieuses, nous n'allons pas nous y atteler. Mais nous allons plutôt nous atteler sur ce qui reste du bureau et du fonctionnement de la CENI. Donc la première des choses que nous demandons, c'est un consensus autour de différentes lois et de leur
application. Ça, c'est un élément important. Parce que sans consensus, eh bien, nous pensons que les règles du jeu ne sont pas, sont biaisées par avance. Donc voilà, au niveau de la CENI, c'est ce que nous demandons. Et nous voulons, ce que nous voulons le plus pour la CENI, c'est d'éviter ou alors de limiter au maximum l'influence politique. Même si les élections sont une affaire d'abord des politiques, mais nous ne voulons pas que l'organe, l'institution qui gère cette affaire puisse être politisée à outrance. Et la preuve, nous avons fait une proposition de loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI où nous avons extirpé toutes les influences politiques. Non pas seulement en termes de représentation des politiques, mais en termes même des influences qui pourraient venir d'ailleurs, comme mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, particulièrement aujourd'hui de l'Union sacrée. Donc ça, c'est une étape importante et c'est une étape fondamentale pour permettre la confiance. Parce que s'il n'y a pas de confiance, à quoi bon ça sert de pouvoir se lancer dans cette joute électorale? Il faut d'abord que nous retrouvions cette confiance qui nous permettra d'aller de l'avant. En ce qui concerne la composition de la Cour constitutionnelle, mais nous l'avons dit, lorsque les juges au boulot ont été défenestrés de manière irrégulière, nous avons crié au scandale, nous avons dit que ça ne se faisait pas de cette manière, parce que ça a été fait spécifiquement en violation de la loi, en violation de la Constitution, et qu'il est impératif, et qu'il importe, parce que c'est l'instance qui est amenée à connaître les contentieux au niveau de la présidence de la République. Nous pensons qu'il faudrait que nous puissions avoir une certaine confiance dans cette justice, et la manière dont elle est composée aujourd'hui nous pose sérieusement problème. Il est impératif de la reconstituer. Pourquoi nous disons ceci? Nous avons parlé tout à l'heure de l'affaire Matata Pogno où la Cour constitutionnelle a revu son jugement, ce qui n'est pas autorisé. Mais avant ça, il y avait la question des députés nationaux où la Cour s'était déjà dédite elle-même. Donc ceci pose problème. Qu'est-ce que nous avons proposé dans ce sens? Nous avons proposé simplement la création de deux niveaux, c'est-à-dire un premier degré et un second degré qui peut servir d'appel lorsque la Cour, qui peut se tromper, on est d'accord, si elle s'est trompée, pour corriger les erreurs qu'elle aurait pu commettre en première instance. Et ça, notre vécu quotidien, la gestion de la Cour aujourd'hui nous donne pleinement raison de cette nécessité de la recomposition de la Cour constitutionnelle. Maintenant, vous dites que le président élu, Martin Fayulu, est allé prendre sa carte. Qui va se faire enrôler. En même temps, il réclame la recomposition de la CENI et pas vouloir une chose de son contraire. Déjà, une chose, retenez que le boycott ne figure pas dans notre vocabulaire, chez nous à l'ICD. Le boycott est totalement exclu. Et Martin Fayulu allait accomplir un devoir civique. Ce n'est pas un devoir, ça va au-delà d'un devoir, ça devient une obligation civique. Et il a l'obligation de se soumettre à ces devoirs civiques. Je ne trouve pas une contradiction avec le fait que nous disons que la CENI est manipulée, que la CENI ne fonctionne pas de manière dont elle devrait, de la manière la plus optimale. Donc il n'y a pas de contradiction dans ça. Et d'ailleurs, pour des raisons sociales, la carte d'électeur nous sert pour toutes les activités de la vie, lorsqu'on veut faire un transfert, lorsqu'on veut se présenter dans une ambassade, du fait du manque ou de l'absence de la pièce d'identité. Donc rien que pour ce fait-là, Martin Fayulu est dans l'obligation. Martin Fayulu, tout comme tout Congolais, est dans l'obligation d'obtenir cette carte. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à nous battre pour ce que nous demandons, pour les réformes qui doivent être consensuelles et qui doivent permettre d'aller et d'aboutir à des élections qui seront apaisées, transparentes, où le jeu démocratique sera pleinement établi et que chacun aura la chance de compétir de manière équitable avec les autres. Donc il n'y a pas d'antinomie dans le fait que nous, au-delà de Martin Fayulu, moi je suis allé le 31 décembre prendre ma carte, remplir mon devoir, mon obligation civique afin de pouvoir utiliser, jouir de mes droits dans un avenir proche. Cependant, il faudrait noter que nous mettons la CENI face à ses responsabilités. Vous avez vu, parce que vous parlez du processus d'enrôlement tout à l'heure, vous avez vu tous les couacs qu'il y a, que la population rencontre face à ce processus. La société civile a indiqué que dans la ville de Matadi, 40% des centres étaient fictifs. La société civile vient de décrier encore que dans la ville de Kinshasa, il y a au moins 40 centres qui sont fictifs, qui n'ont pas d'adresse, qui sont localisés soit chez des particuliers. Donc vous voyez qu'il y a des problèmes majeurs
que nous devrons résoudre. Mais cela ne va pas nous empêcher de remplir nos obligations civiques et de mettre la CENI face à ses responsabilités. Voilà, messieurs et dames, vous nous suivez. Nous disions que nous recevons deux invités. L'un, il est de l'SID, l'autre, il est de LGD. Je parle de monsieur Yves Badjoko et de monsieur Manix Yenda. Monsieur Manix, je reviens vers vous. Tout à l'heure, vous disiez qu'il s'y est précisé que les recommandations ici faites doivent être exécutées pour qu'on ait un processus électoral apaisé. Et alors, que feriez-vous s'il arrive que tout ce qui a été réclamé ici n'est pas mis en application? Non, mais les responsables sont là. J'ai l'impression que vous avez toujours le réflexe de vous déporter d'un certain nombre de responsabilités à infliger à ceux qui détiennent les bâtons de commandement de la République. Nous avons la CENI, d'une part. Et la CENI n'est qu'une experte en matière électorale parce que la CENI a la compétence sur le plan de la technicité électorale. Et de ce point de vue, la CENI est responsable dans sa façon d'élaborer, par exemple, le calendrier électoral, le fichier électoral, la cartographie électorale, la qualité même de l'enrôlement. Aujourd'hui, vous voyez comment est-ce que le peuple congolais essaye de décrier ces mauvais processus déjà de l'enrôlement, où il y a des cartes qui ne représentent même pas les visages de Congolais. Cela est un problème, et ces problèmes se trouvent au niveau de la technicité de la CENI, d'où la responsabilité de M. Denis Kadima. Mais au-delà de la CENI comme experte électorale, il y a aussi des responsabilités au degré financier. Et d'ailleurs, dans les calendriers électoraux tels qu'ils proposés ou présentés par M. Denis Kadima, il avait déterminé en termes de rubrique des responsabilités. Les questions d'ordre financier relèvent effectivement de la responsabilité du gouvernement. C'est au gouvernement congolais d'allouer tous les fonds nécessaires, selon qu'il s'agit justement des fonds destinés pour les opérations électorales, pour les investissements électoraux, mais aussi pour les rémunérations du personnel de la CENI. Et c'est par là qu'on va organiser les élections. Il faudrait que le gouvernement essaye de répondre à la question de la sécurité électorale, mais aussi la sécurité des Congolais, qui va de soi par rapport à la sécurité de l'intégrité du territoire national, parce que nous voulons des élections sur toute l'étendue du territoire national. Et la CENI en a posé comme une contrainte d'ordre sécuritaire. Il y a aussi la question de la Covid, des contraintes d'ordre sanitaire qui relèvent effectivement de la responsabilité du gouvernement. Pareil pour les questions des révisions de la loi électorale qui émanent de la responsabilité du Parlement et du président de la République. Et donc aujourd'hui, si la CENI, si M. Tshisekedi et son gouvernement ne permettent pas au peuple congolais d'avoir les élections d'abord au délai prévu, mais aussi d'avoir des élections de qualité, et je crois que le peuple congolais sait exactement le fouet à utiliser pour punir les incompétents, pour punir de gens qui ne sont pas prêts à organiser les élections. Parce qu'en réalité, nous, on attend que 2023 pour se débarrasser de M. Tshisekedi. Nous, on attend que 2023 pour se débarrasser de tous ces incompétents qui n'ont pas su répondre aux déshydratats de la population congolaise. Comment vous pouvez imaginer, par exemple, en 4 ans de gestion, pour un pouvoir qui gère la République, pour un pouvoir qui émane de l'opposition politique tout en connaissant les vrais problèmes du peuple congolais. 4 ans de gestion, aucune entreprise publique n'a lancé de manière officielle une offre d'emploi pour engager les Congolais. La seule offre d'emploi qui a été lancée, c'était celle des DGDA. Comme l'Union sacrée est un pouvoir de procrastination, c'est-à-dire il commence des choses et des choses qu'il ne termine jamais, cette histoire s'est arrêtée. Et donc aujourd'hui, je pense que l'Union sacrée de la nation, M. Tshisekedi, autant pour le gouvernement Sama, n'ont plus rien à dire au peuple congolais. Nous, on attend que 2023, que nous considérons comme le rendez-vous entre le peuple et les dirigeants, et c'est dans ces rendez-vous-là que le peuple congolais va de manière sévère sanctionner le régime de M. Félix Tshisekedi. Voilà, M. Badjoko, je reviens vers vous. La même question que je viens de poser à M. Manix Yenda sur ces recommandations faites.
Je pense que vous venez de le dire, mais je vais paraphraser autrement. Est-ce que nous allons revenir au cas où ce dont ce message est destiné ne l'appliquerait pas comme ils ont réclamé? On va assister à ce qu'on a vu en 2018 entre machine à voler et machine à voter, parce que l'opinion le sait. Au départ, Martin Fayulu n'était pas pour la machine à voter. Et après, il est allé se faire élire et puis réclamer après, parce que jusqu'à aujourd'hui, heureusement que vous avez arrêté avec l'histoire de la vérité des urnes. Est-ce que c'est le même scénario qui va se reproduire au cas où ces recommandations ne sont pas mises en place? Vous avez 3 minutes parce que nous sommes vers la fin. Merci, votre question est intéressante. Mais d'abord, je vais rebondir sur ce que mon co-débatteur Manix a dit tout à l'heure, que le pouvoir de l'Union sacrée de M. Félix Tshisekedi émanait de l'opposition. Non, le pouvoir de M. Félix Tshisekedi de l'Union sacrée émane de M. Kabila. Là, il n'y a pas de doute, il est le fruit du hold-up électoral. Voilà, pour revenir sur une question sur la responsabilité des acteurs. Voilà, il faut effectivement établir des responsabilités et pouvoir tirer les conséquences. Dans notre proposition de loi électorale, nous avions pénalisé le fait que les élections ne soient pas organisées volontairement par les responsables de la CENI, pour mettre chacun devant ses responsabilités. Ainsi, si demain les élections ne sont pas organisées, eh bien, nous pouvons poursuivre pénalement le patron de la Commission électorale nationale indépendante. Mais comme l'Union sacrée dans son schéma de fraude, bien sûr, elle n'a pas entendu raison, et elle est allée avec cette loi taillée sur mesure pour M. Félix Tshisekedi. Voilà, vous avez dit qu'en 2018, la question de la machine à voter, nous étions encore en contradiction. Non, il y a un grand problème. C'est parti par machine à voler, et puis machine à voter, ne votez pas avec cette machine, c'est déjà planifié la tricherie, mais après, vous avez opté pour cette même machine dont vous réclamiez peut-être l'impérium avoir eu gain de cause. Voilà, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut continuer à maintenir une certaine culture politique. En 2018, la loi ne permettait pas un vote électronique. Et malheureusement, c'est ce que nous avons eu. Nous avons eu un vote électronique. La société civile, via l'Église catholique, avait été montée au créneau, dans le même ordre d'idée que nous, par rapport à la machine à voter. Et M. Nang a de tristes mémoires, celui qui nous cause un peu tous ces désastres que nous vivons aujourd'hui, avait assuré que la machine ne serait utilisée que comme imprimante. Et ainsi, les votes seraient toujours sur base du papier imprimé sur la machine et le décompte se ferait sur base effectivement de ces papiers que nous aurions glissés dans une. Mais la réalité est tout autre. La réalité nous a donné encore raison parce que le vote, les voix comptabilisées étaient essentiellement ceux transportés par des clés USB. Donc nous avions un processus qui était entaché d'irrégularité du fait du vote électronique qui a un problème. Aujourd'hui, la loi actuelle permet le vote électronique, mais le vote électronique nous pose quand même un certain nombre de problèmes. Vous voyez aujourd'hui avec les kits qui sont déchargés à tout bout de champ, les kits qui commencent le matin et qui s'arrêtent à 11h, ça présage, ça préfigure un problème si le vote électronique est choisi par M. Kadima, comme il le laisse entendre, comme étant le mode sur lequel nous allons désigner nos différents responsables. Donc voilà, il y a cette question en 2018, le vote électronique n'était pas permis, c'est pourquoi nous étions opposés farouchement à la machine à voter et à la machine à voler qui a fini par nous donner raison. Vous avez dit quelque chose de très grave, c'est que nous sommes passés à côté de la question de la vérité des urnes. Non, nous ne sommes pas passés à côté de la question de la vérité des urnes, parce que la vérité des urnes, c'est le principe fondateur de toute démocratie. Demain, Manix, qui est député de la rue aujourd'hui, voudrait être député de la nation demain. S'il est élu par la population, mais il faut que les votes lui attribués lui permettent d'accéder à ses responsabilités. Donc la question des vérités des urnes n'a jamais été oubliée. Elle retrouvera encore tout son sens, toute sa force et toute sa primeur en 2023 avec les élections. Maintenant, si les élections ne sont pas organisées, nous disons que nous sommes allés dans le processus d'enrôlement. Et je rappelle encore à tous nos concitoyens d'aller prendre leur carte d'électeur. C'est la base de tout. Maintenant, lors de notre congrès du 14 au 17 juillet à Kisangani, le mot d'ordre est déjà donné. Si d'aventure les élections ne sont pas organisées au 23, allez, au 24 janvier, minuit, 1 minute,
M. Félix Tshisekedi ne sera plus président et nous serons dans une transition sans M. Félix Tshisekedi. Si d'aventure le processus est entaché d'irrégularité, comme nous sommes en train de vivre avec l'enrôlement, eh bien la population a reçu le mot d'ordre de par son commandant qui a dit, si nous constatons qu'il y a une fraude et qu'on veut voler une deuxième fois la victoire du peuple, et bien ce peuple sera dans la rue pour contester et récupérer la victoire qui sera volée. Donc il n'y a pas d'alternative. Nous voulons des élections, mais des élections pas pour des élections. Nous voulons des élections qui sont crédibles, transparentes et apaisées, où tous les acteurs qui y participeront auront les mêmes chances. Ok. Monsieur Manik, si je viens vers vous, je prends le dernier point, le 8e de cette déclaration, de ces communiqués conjoints. Les trois personnalités ont dit l'arrêt des poursuites judiciaires à l'encontre du sénateur Matata Ponyo Mapon, conformément à l'article 168 de la Constitution. Voici ma question. Est-ce que ces trois personnalités fustigent d'une façon ou d'une autre la crédibilité de la justice, ou c'est une façon de protéger les professeurs Augustin Matata pour ne pas faire face à la justice par rapport aux faits qui, d'une façon ou d'une autre, qui lui sont imputés? Mais moi, je me pose une question. Qui est Martin Fayulu? Qui est le docteur Denis Mukwege pour protéger Matata si le régime de Félix Tshisekedi se décide de l'éliminer carrément? Non, mais ici, nous sommes face à un monarque absolu. Nous sommes face à un dictateur, à des gens qui se sont décidés de marcher sur les lois de la République. À la limite, tout ce qu'on peut demander et rappeler à ce gens-là, c'est de respecter les conventions populaires, de respecter le pacte républicain, le contrat social qu'on appelle la Constitution. Oui, vous voulez juger Matata, même Matata lui-même, il veut être jugé par la justice de notre pays. Au prologue de mon intervention, je vous ai dit qu'il était à 2 reprises à l'étranger, mais suite à l'invitation de la justice, il est revenu pour affronter cette justice. Mais il faudrait le condamner, il faudrait les juger conformément à ce qui est prévu par la loi. Et donc, Martin Fayulu, le docteur Denis Mukwege, ne demande pas à la justice d'exempter Matata. Loin de là, il demande à la justice de juger Matata, mais conformément à la loi. C'est comme ça que je vous ai parlé de nullum crimen nulla poena sine lege. Parce qu'en droit, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de peine en dehors de la loi. Cela est un acharnement politique, cela est un complot simplement pour écarter un candidat président de la République. Et donc aujourd'hui, tout ce que nous pouvons demander, nous en tant que membres du parti LGD, nous restons sereins, mais nous demandons à M. Tshisekedi de payer les reliquats de Congolais. Nous demandons à M. Tshisekedi, si vraiment il a besoin d'une miséricorde politique, que le peuple peut lui accorder pour cette manche électorale de 2023, c'est de réparer tous les dommages causés au peuple congolais. Et donc, nous restons sereins, nous restons positifs. Nous, en tant qu'opposition, nous pensons que si M. Tshisekedi ne respecte pas les dispositifs légaux prévus, si M. Tshisekedi n'organise pas les élections de qualité, nous allons utiliser tous les moyens nécessaires pour le foutre dehors. Parce que moi, aujourd'hui, je me demande si réellement le pouvoir de Tshisekedi vient de Dieu, comme les Saintes Écritures nous disent, que toute autorité vient de Dieu. Est-ce que Dieu peut investir des autorités incompétentes? Alors que lui-même, Dieu, c'est un travailleur. Lui-même, Dieu, c'est un compétent. Et donc, aujourd'hui, le pouvoir diabolique qui guide la République aujourd'hui, nous devons nous débarrasser de ce genre-là. Le Congo mérite de gens comme Mukwege. Le Congo mérite de gens comme Matata. Le Congo mérite de gens comme Martin Fayulu. Et le Congo mérite de gens de qualité, de gens qui expriment une certaine excellence. Ça fait pratiquement plus de 61 ans d'âge en termes d'indépendance. Nous devons tourner la page et parler d'un autre Congo. Et donc pour moi, je considère le pouvoir de Tshisekedi à partir d'aujourd'hui comme un passé, comme une histoire politique que nous devons à tout prix jeter dans la poubelle de l'histoire. Et donc à partir de maintenant, le peuple congolais, restons concentrés, ne soyez pas distraits. Que Tshisekedi vous demande un deuxième mandat ou un troisième mandat, cela ne sera pas possible. Parce que dans le 38%, encore qu'on parle déjà du hold-up électoral, qu'a obtenu M. Tshisekedi lors des élections de 2000
18 qui fait de lui d'ailleurs un président en deçà du standard moyen de la légitimité. Dans ces 38%, on va faire 38 moins les OEA, 38 moins les membres de l'UNC, 38 moins la population de Kinshasa qui l'a déçu, qui l'a même présenté une clé. Fungola ngwe na ebale, fungola ebunga, ya ebisaka bakinois qui na juif fungola pour na kosili sanzala bakinois. Dans le 38%, il faut mettre moins la population du Katanga. Dans le 38%, même la population du Kasaï ne va pas voter M. Tshisekedi. Et donc, même moi, candidat président de la République face à M. Tshisekedi, je vais les battre à plate couture. Et donc, M. Tshisekedi, tout ce qu'il peut faire, c'est de sauver le nom Tshisekedi. C'est d'honorer l'âme de son père, le Sphinx, Étienne Tshisekedi Wamulumba, c'est de vouloir sortir dans la grande porte. M. Tshisekedi ne postulait pas lors des élections de 2023. Voilà, c'est ici que s'achève ce tout premier numéro de l'année 2023. Nous vous disons merci, M. Yves Dioko, d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous également, merci beaucoup. Manik Siedna. Et vous, messieurs et dames, de partout où vous êtes, nous vous disons merci, merci beaucoup. Retrouvez-nous chaque lundi et mercredi à partir de 21h55 pour les comptes de ces magazines PS Centre, dont moi, Thomas Makongo, les cerveaux penseurs, j'ai toujours eu l'honneur de vous le présenter. C'est parti pour le prochain numéro. Messieurs et dames, au revoir. La patrouille financière est une opération décrétée par le chef de l'État dans les entreprises publiques, dans les